Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute le MO5, un des 2 micro-ordinateurs choisis par l'Éducation nationale française, et ce, afin de familiariser les enfants à l'informatique. Cela tombe bien car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un ordinateur anglais qui familiarisa, lui, les adolescents des années 80, l'Amstrad CPC. L'Angleterre fut l'un des pays européens où l'informatique personnelle se développa le plus rapidement. La légende raconte même que ce fut ici que s'implanta la première boutique dédiée à ce domaine en Europe. Mais ce fut surtout dans ce pays que naquit le concept d'informatique personnelle à prix abordable. Le ZX80 de Sinclair, qui apparut en février 1980 pour 99 livres, marqua le début de cette nouvelle ère. Il précéda ainsi la politique de l'américain Commodore, qui, avec son VIC-20, prônait le slogan « Computers for the masses, not the classes ». Ces 2 machines servirent de test grandeur nature et contribuèrent à agrandir le cercle des utilisateurs, jusqu'alors réduit aux seuls hobbyistes et programmeurs. 1 an plus tard, en 1981, suivit le ZX81. Mais ce fut surtout le ZX Spectrum de Sinclair, apportant la couleur, et le Commodore 64, tous 2 sortis en 1982, qui marquèrent les esprits en se dotant d'un rapport qualité-prix incroyable pour l'époque. Ils étaient destinés à enfoncer le clou en proposant plus de performances, ce qui séduisit irrémédiablement le grand public. Une donnée qui fut prise en compte par Amstrad, société britannique, spécialiste du matériel Hi-Fi intégré et qui vit là un tout nouveau marché. Son charismatique PDG, Alan Sugar, voulut alors à tout prix proposer une machine plus pratique à mettre en œuvre, plus économique, bref, plus familiale. Ce fut ainsi qu'en 1983, Amstrad commença le développement d'un hardware destiné à être abordable et facile d'accès pour les programmeurs. Le 6502, processeur 8 bits de chez MOS, fut alors choisi comme CPU. Un processeur qui était déjà assez répandu et qui équipait entre autres l'Apple II, le VIC-20 et le C64. Le début du projet s'avéra des plus chaotiques, ces 2 ingénieurs en chef disparaissant du jour au lendemain. Alan Sugar et son directeur technique Bob Watkins firent alors appel à Roland Perry de chez Ambit pour reprendre les rênes du projet. Mais un autre problème se posa au niveau de la partie software. En effet, à cette époque, les micro-ordinateurs ne disposaient pas vraiment de systèmes d'exploitation tels que ceux que l'on connaît aujourd'hui. La plupart démarraient avec un BASIC, un langage de programmation libre et universitaire, créé en 1964. Un langage dont une petite compagnie du nom de Microsoft s'était accaparé le marché. Mais pour sa part, Alan Sugar rechignait de faire l'acquisition d'un BASIC aussi cher. Et ce fut ainsi qu'une société appelée Locomotive Software se retrouva en charge du projet. Malheureusement, la conversion de leur BASIC sur le 6502 représentait 8 mois de travail, leur version originale étant plutôt conçue pour un microprocesseur Z80. Amstrad, pressé par le temps, décida alors de changer ses plans. Le CPU choisi fut donc finalement un autre microprocesseur 8 bits, lui aussi très répandu, le Z80 de Zilog. Un microprocesseur compatible avec le 8080 d'Intel. Une situation qui fit aussi les affaires de Mark-Eric Jones de chez MEJ, l'ingénieur en chef responsable de ce projet, alors baptisé Arnold. Un nom qui se transformera quelques semaines plus tard en Color Personal Computer ou tout simplement CPC. En ce début des années 80, un des points déterminants résidait dans la couleur. Après avoir bouleversé l'univers du téléviseur, celle-ci arriva alors en masse dans le domaine des micro-ordinateurs. Ainsi, le ZX Spectrum l'intégra, mais avec encore beaucoup trop de contraintes. Le C64 n'avait lui que 16 couleurs de palette générale. Des couleurs qui s'avéraient, qui puisaient, relativement ternes, tandis que l'Apple II et les IBM PC étaient eux le plus souvent monochromes. Le CPC, pour justifier son appellation, disposait donc d'une palette totale de 27 couleurs, avec la possibilité d'en afficher 16 dans un mode basse résolution. Les 3 niveaux de RGB étaient réglés de façon à éviter les gris, ce qui donna au CPC la caractéristique très remarquée d'afficher des couleurs très vives. La vidéo était générée par un chip standard, le CRTC, conçu par Motorola. Mais il était également secondé dans sa tâche par l'élément le plus important de l'architecture du CPC, le Gate Array. En plus de la résolution et des couleurs, celui-ci gérait les commutations de tout type de mémoire, ainsi que les interruptions. Véritable gendarme dans cette architecture, il fut conçu par Mark-Eric Jones pour limiter le nombre de composants et ainsi réduire les coûts. Le Gate Array fit donc office de chipset et donna une véritable personnalité à cet ordinateur 8 bits signé Amstrad. Quant à la partie sonore,
On y retrouvait un représentant de la classique et peu coûteuse famille des AY de General Instruments. Malgré cette élaboration sophistiquée, les développeurs de jeux regrettèrent par la suite l'absence de scrolling et de sprite hardware. Une absence qui s'expliquait par un temps de plus en plus compté pour ses concepteurs. Hormis la conception du hardware, la stratégie et le concept d'Alan Sugar tenaient dans le développement d'une offre extérieure innovante. Son raisonnement était simple. Amstrad ayant été un précurseur dans les chaînes Hi-Fi tout en un, il était donc tout à fait envisageable de transposer ce modèle au CPC, ce qui leur permettrait de faire des économies sur le nombre de composants et surtout sur l'alimentation. Et ce, en alimentant l'unité centrale, le magnétophone ou le lecteur de disquette ainsi que l'écran simultanément. De cette façon, le prix de fabrication du CPC fut optimisé et son branchement simplifié. Une idée on ne peut plus astucieuse. Dans les faits, Amstrad put donc commercialiser des configurations complètes, là où pour un prix similaire, ses concurrents comme le C64 n'avaient au mieux que l'unité centrale et le lecteur de cassette. De plus, l'offre intéressa particulièrement les parents, n'ayant désormais plus l'obligation de céder le téléviseur familial à leur progéniture. Il ne restait donc plus à Amstrad qu'à dévoiler le CPC 464 et à le faire connaître du grand public. Dès sa sortie en juin 1984, le CPC 464 connut la consécration auprès du public, séduit par ce concept pratique et tout en un. Alors que Sinclair et Commodore s'étaient, eux, distingués par leur prix abordable, mais pour une offre fragmentaire où il fallait acheter séparément la mémoire de masse, voire un moniteur. Le pack Amstrad incluait, lui, justement, un moniteur couleur ou monochrome. Moniteur qu'il était d'ailleurs possible de transformer en téléviseur par le biais d'un tuner. En mai 1985, Amstrad sortit le CPC 664. Sa seule différence notable était un lecteur de disquette 3 pouces de format Hitachi, mais déjà désuet. Le CPC 6128 sortit en exclusivité aux États-Unis en août 1985. Et il fut d'ailleurs le seul modèle que peu d'Américains se procurèrent, l'Apple II et le C64 ayant conquis ce territoire. Mais le 6128 ne remplacera le 664 en Europe qu'en fin d'année, car sa mémoire supplémentaire répondait alors à une forte demande du public. Pour la partie commerciale, Amstrad, comme beaucoup de fabricants d'ordinateurs familiaux, jouait sur deux tableaux. D'un côté, leur gamme était mise en avant comme de véritables machines de jeu, mais de l'autre, celle-ci s'avérait également capable de faire tourner des programmes sérieux, et ce, à destination de toute la famille. Une caractéristique qui devint l'argument principal des enfants et adolescents pour convaincre leurs parents. Quant au marketing intense et innovant d'Amstrad, il toucha sa cible principalement en France et en Espagne, en plus du Royaume-Uni. La recette Amstrad fit également mouche auprès des éditeurs et autres créateurs de jeux européens. Ceux-ci dotèrent rapidement le CPC d'une ludothèque riche et variée. Les développeurs venant du ZX Spectrum y adaptèrent facilement leur production et de gros éditeurs anglais tels que US Gold et Ocean furent d'excellents fers de lance avec une politique massive d'adaptation de jeux d'arcade japonais. Une politique qui permit aux joueurs de l'époque de découvrir ces titres qu'ils ne pouvaient se procurer autrement. Les éditeurs espagnols et français, comme Ubisoft et Infogrames, talonnèrent de près leurs homologues anglais avec un nombre incroyable de jeux originaux. Seuls les pays germaniques s'avérèrent peu portés sur le CPC, une situation qui pouvait s'expliquer par le fait que sa commercialisation était prise en charge par Schneider, un fabricant de matériel Hi-Fi. Entre 1986 et 1987, la vague des micros 16 bits américains, qu'étaient l'Atari ST et l'Amiga, déferla sur l'Europe. D'abord coûteux, leurs prix baissèrent de plus en plus rapidement grâce au boom de la production des composants électroniques. Et les joueurs furent alors stupéfaits d'avoir des ordinateurs au niveau de résolution pouvant rivaliser avec celui des bornes d'arcade. Une situation qui n'augurait rien de bon pour Amstrad. Mais la firme britannique, qui s'était mise entre-temps à la production de compatibles IBM PC, au lieu de contre-attaquer avec une gamme de 16 bits, essaya quand même de faire bonne figure. Une mise à jour de la gamme CPC appelée Plus sortit alors en 1990. Celle-ci offrait 32 couleurs affichables sur une palette de 4096, un port cartouche, un scrolling et 16 sprites hardware. Mais tout comme l'industrie européenne, d'abord plutôt réticente aux consoles, Amstrad dut également se plier au désir du public. Le succès de la Master System et de la NES donna ainsi l'idée à Alan Sugar de s'attaquer également aux constructeurs japonais. Et ce, en sortant la GX4000, une console basée sur le hardware de la série des CPC+. Mais malheureusement, sa très faible ludothèque prouvera une nouvelle fois qu'une bonne machine de jeu est avant tout une machine qui possède de bons jeux.
Quant au CPC+, devenu anachronique, il finit complètement submergé par la vague des micros et consoles 16 bits. Aujourd'hui, la communauté des passionnés et développeurs amateurs sur CPC continue de fournir des jeux et démos exploitant à merveille la flexibilité du duo CRTC Get-Array. Car l'Amstrad CPC représente pour beaucoup le premier micro-ordinateur, celui qui sut convaincre les parents, mais aussi le premier contact avec les jeux vidéo micro, ainsi qu'une formidable machine d'initiation, moins austère que beaucoup d'autres. Avec pas loin de 2 millions de machines vendues en Europe, le CPC participa ainsi grandement à la familiarisation du public avec l'informatique. Mais le manque de vision sur le long terme d'Amstrad mettra fin à un des plus beaux coups de poker de l'histoire de l'industrie des micro-ordinateurs familiaux. Une situation qui laissera le champ libre aux machines 16 bits. Mais ça, c'est une autre histoire.